C'est la toute dernière journée de nos journées d'innovation de l'École de sciences de gestion de l'UQAM. C'est notre deuxième édition sur la thématique de la transition écologique et sociale. Pour celles et ceux qui étaient parmi nous à d'autres activités, vous avez pu voir qu'il y a eu plein de formes. Ça peut être des panels, ça peut être des conférences, des débats, des ateliers créatifs. Il y a eu plein de formes complètement différentes. Donc vous allez voir, Mehran Ebrahimi va vous présenter la forme spécifique de ce lunch conférence. Je tiens surtout à remercier nos partenaires. Notre partenaire principal, c'est Manuvie, et ensuite nos autres partenaires, les affaires. On a une fière représentante et une grande journaliste et chroniqueuse aujourd'hui, Diane Béra. Le SG+, Movinon, la chaire Air Transat, également, j'oublie toujours les autres partenaires, on les voit sur l'affiche. On a également Credo et Café Les Jours. Donc tous ces partenaires ont permis qu'on a pu réaliser quasiment une trentaine d'activités avec un peu plus de 30 conférenciers et experts qui ont partagé avec nous toute cette expérience et cette connaissance sur la transition écologique et sociale. Et surtout parce que ce qu'on souhaite mettre en avant, ce sont nos étudiants qui ont cette connaissance et nos chercheurs et nos experts. Alors j'espère que vous allez passer un bon moment avec, j'ose le dire, notre plus grand expert au Canada et même international sur la question, le professeur du département de management et technologie, Mehran Ebrahimi, et qui va en profiter pour parler d'un tout nouvel observatoire qui va être lancé officiellement dans quelques semaines ici à l'École de sciences de gestion à l'UQAM. Mehran, je te laisse la parole. Je vais pas me faire la présentation. Je sais pas, je me sens pas prête. Non, mais je sais pas. Je la fais quand même comme ça. Alors bonjour, merci d'être venus aussi nombreux. Je suis très ému parce que en effet c'est la première activité de notre observatoire, donc on vient tout juste de dévoiler notre logo. Alors merci d'être là. Avant d'aller plus loin, j'aimerais très sincèrement remercier notre vice-doyen à la recherche, donc Fabien Durif, pour son appui depuis le début, lui et son équipe. S'il n'était pas là, s'il ne nous avait pas supporté comme il l'a fait si sérieusement depuis le début, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors je lui adresse un remerciement très sincère à lui et à son équipe. Alors, on va parler, donc, doit-on boycotter les avions Je ne vous donne pas la réponse. Mais j'ai... L'idée de cette conférence-là est partie d'une conversation avec une membre de ma famille, une jeune personne, début vingtaine, très active, très motivée, très volontaire dans la protection de l'environnement, s'arrange pour acheter toujours ses affaires en vrac, pas utiliser du plastique, toutes ces choses-là, vraiment, je dirais un peu le représentant de sa génération très soucieuse de l'environnement. Et un jour, elle est venue me dire, Mehran, puisque tu vas souvent dans les médias, peux-tu m'aider à dénoncer l'aviation et les avions? J'ai dit, mais pourquoi? Donc, alors, c'est parti de là, on a discuté, j'ai essayé d'avoir une conversation avec elle, et je me suis rendu compte que personne ne peut être contre la vertu, on est d'accord, mais est-ce qu'on choisit bien le combat? Alors, la réflexion est partie de là, et puis, donc, moi, ça m'a mis un petit peu, si vous voulez, sur cette voie-là, sur cette réflexion-là. Et ça, finalement, aboutit à la conférence qu'on a aujourd'hui. Alors, comme je ne suis pas expert dans ces domaines-là, j'ai eu le grand bonheur et privilège de deux personnes qui ont accepté très généreusement et gentiment de participer à cette mini-conférence et panel de discussion, et on vous laissera assez de temps pour qu'il y ait un échange entre nous. Donc, je sais que le sujet est très polémique, donc on laissera la place au débat. Alors, la première personne, Sylvain Lévesque, qui est ici, Sylvain qui a fait sa maîtrise, et comme il était un étudiant très brillant quand il a fini son cégep,
Donc, il a eu toutes les bourses pour aller où il voulait et faire ses études. Alors, bien sûr, il a choisi une parmi d'autres, MIT. Donc, il a fait sa maîtrise et son doctorat à MIT. Et après avoir fait quelques années de carrière chez McKinsey, donc il a rejoint Bombardier. Et avant de prendre sa retraite, il était vice-président stratégique de Bombardier et qui a joué un rôle important dans les choix d'orientation stratégique de Bombardier ces dernières années. Je suis très, très reconnaissant à son égard parce que lui aussi nous aide beaucoup depuis le départ et aujourd'hui il a accepté gentiment de assumer la fonction de directeur scientifique de notre observatoire. Alors je le remercie pour ça. Et notre deuxième invité, donc Mme Kaina Udjani, alors là, on est vraiment dans un cas extraordinaire, j'allais dire, une femme de chez nous qui a complètement bouleversé les standards en matière de l'environnement et politique, donc de éco-conception ici. Elle a beaucoup dérangé les grands de ce monde, que ce soit Airbus, que ce soit Boeing, que ce soit Embraer. Pourquoi? Parce que avec cette conviction qu'elle a, elle va vous en parler tout à l'heure, cette vision très honnête et très authentique de l'environnement qu'elle a, et malgré le fait que, pas dans sa compagnie, mais il y a d'autres compagnies qui ont été très dérangées donc d'aller dans cette direction-là. Alors, je suis très, très honoré, vraiment, que vous ayez accepté notre invitation et je pense que vous êtes la personne toute désignée pour, donc, aujourd'hui, participer à ce débat-là. Alors, je vais très rapidement vous dire comment ça va se passer. Moi, je vais faire une courte présentation, mais nos invités aussi, donc quelques minutes, une dizaine de minutes chacun. Et par la suite, donc, il y aura un panel. Donc, on va avoir un petit débat entre nous et par la suite, le débat ouvert à la salle. Donc, sentez-vous à l'aise, donc posez toutes les questions que vous souhaitez. Alors, doit-on prendre l'avion? Je me suis posé la question quand je regardais cette jeune personne dont je vous ai parlé, comme encore une fois représentant de sa génération, je l'ai vu tout le temps sur son téléphone. Tout le temps. Elle fait des choses, donc elle est militante, elle participe à des choses. Et alors, avec ferme conviction que l'avion est mauvais, et qu'elle fait partie de ce mouvement, je ne sais pas, un mouvement qui est parti, probablement vous avez entendu parler de ça, un mouvement qui est parti en Suède, donc les jeunes Suédois ont lancé ce mouvement-là, le mouvement qui veut dire honte à l'avion, hein, donc honte à vous si vous prenez l'avion, c'est grave. Et alors donc des jeunes qui ont une activité très très intense sur les réseaux sociaux pour essayer de dénoncer l'aviation, alors ils font des films, ils partagent des vidéos, alors là parfois on tombe dans le ridicule aussi, par exemple une vidéo, cette jeune personne de ma famille nous montrait une vidéo d'un réacteur d'un avion et puis bon, regardez la pollution dans le ciel. Bon, c'est pas la pollution, c'est la condensation, mais enfin, c'est pas grave. Mais la question c'était de dire, regardez, et puis moi je me suis posé la question, mais en fait, on en est où dans toutes ces je dirais, proportions de pollution dont on parle, des gaz à effet de serre et tout ça. Alors, je ne suis pas aussi militant que cette personne de ma famille, mais quand même, je suis très sensible à ces questions-là, j'essaie de faire ma part. Et alors, je suis allé un petit peu à la quête de quelques informations avant de me lancer dans ce débat-là. Alors, je me suis rendu compte que vous connaissez tous cette vidéo-là, hein, Style, donc ce Sud-Coréen qui a fait un tabac avec une chanson assez rythmée, qui a été visionnée 2,7 milliards de fois sur la planète. Seulement le visionnement de cette vidéo-là a donc généré, ou en tout cas exigé, donc la consommation d'électricité qui est équivalente de production annuelle d'une petite centrale électrique. L'équivalent de la production d'une centrale électrique. Alors, j'étais encore plus surpris, donc je regardais un petit peu, je me suis lancé dans l'univers numérique, hein, ce que ces jeunes-là pensent aujourd'hui trouver, alors ils le disent d'ailleurs à juste titre, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on peut intervenir, on peut mobiliser, ce qui est vrai,
mais ils pensent que parce qu'il y a une dimension à leur esprit virtuelle là-dedans, donc c'est propre, ça ne touche pas, et donc, alors on va attaquer je dirais, des symboles de la pollution, et en l'occurrence un avion, c'est gros, ça transporte beaucoup de gens, donc par définition, ça doit polluer beaucoup. Alors, encore là, donc les fermes de serveurs de Facebook aux États-Unis, un gros data center consomme 100 millions de watts, sont un dixième de la production d'une centrale thermique. Les centrales thermiques qui sont de grands producteurs d'électricité, donc vous voyez, encore une fois, comment ça... Et là, je découvrais des choses, tout un univers. Là, pour moi, c'était une découverte incroyable. Donc, je me suis rendu compte que sur YouTube, il y a 600 000 heures par jour de vidéos qui s'ajoutent. C'est-à-dire une vie entière ne suffit pas pour voir ce qu'on ajoute à YouTube en une journée. C'est correct. Mais en fait, ou 33 milliards de requêtes sur Google. Mais ça représente quoi en termes d'énergie et de pollution? Donc, j'ai découvert que les internautes sont aussi responsables à 50% des gaz à effet de serre émis par Internet. C'est incroyable. Donc, plus loin encore, donc, les vidéos, les fichiers sonores et les autres services en cloud produiraient plus de 803 millions de tonnes de CO2 chaque année. Il faut faire décoller beaucoup d'avions pour qu'on puisse arriver à ce montant de CO2 produit. Alors, dans l'ensemble, l'industrie du numérique, si je peux dire ça comme ça, est 4 à 5% donc, des gaz à effet de serre sur la planète, alors que l'aviation représente que 2%. Alors, les technologies d'information sont en croissance, et mes collègues vont vous le montrer tout à l'heure, alors que dans l'aviation, on est sur une pente descendante, malgré le fait que le nombre de passagers augmente. Donc la consommation des avions diminue, si vous voulez, par passager par 100 km. On va voir ça tout à l'heure. Donc j'étais un petit peu dans cette lumière-là, et donc j'ai découvert encore des choses incroyables. Les spams envoyés à travers le monde chaque jour utilisent autant d'énergie que 2 millions de foyers américains. Alors, à chaque fois que j'ai découvert cette information-là, je revenais vers cette jeune personne de ma famille, et j'expliquais quasiment, ils peuvent m'accuser de harcèlement. Est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu savais ça? Et là, je me rendais compte qu'encore une fois, parce que un spam, là, ça rentre même pas dans mon... Je veux dire, c'est bloqué par mon filtre et tout ça. Je dis, est-ce que tu sais que c'est conservé quelque part sur un serveur donné? Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu envoies un mail avec, par exemple, un fichier attaché d'un mégaoctet, par exemple, ça parcourt 15 000 kilomètres, même si c'est le bureau à côté de toi, et que ces 15 000 kilomètres-là n'ont rien de virtuel, c'est physique, et que pour chaque mail que vous envoyez, il y a 7 grammes de fer qui est utilisé. Alors, on dit, l'industrie fait beaucoup d'efforts, Google, Facebook et tout ça. Alors Facebook va aller dans le Grand Nord pour ne pas avoir à refroidir donc ces centres de données, étant donné que ça consomme beaucoup d'énergie. Google va aller au fond de l'océan pour essayer d'utiliser l'énergie des vagues. Ou on montre souvent, Google montre très fièrement cette espèce de ferme de panneaux solaires, de regarder comme on est propre. Et alors quand on découvre qu'est-ce que ça prend comme énergie, les matériaux pour produire ces panneaux solaires-là, on découvre encore, mon Dieu, la quantité de silicium et tout ça que ça prend. Des guerres aujourd'hui qu'on connaît dans certains pays pour aller chercher des terres rares, toutes ces choses-là pour construire ces trucs-là, c'est pas tout propre. Alors, je me suis intéressé à d'autres choses. Notre alimentation. Je disais à ma chère membre de famille, tu savais que, par exemple, ici dans le Nord, on consomme 750% de fois plus de produits carnés dans les pays développés que dans les pays pauvres.
On sait aujourd'hui que la viande a un impact majeur sur le réchauffement climatique puisqu'environ 75% des terres cultivées dans le monde sont mobilisées pour nourrir les bestiaux qui finiront en brochettes et en côtelettes. Alors, juste montrer comment finalement, ça, j'ai trouvé ça pour chaque Français, le pourcentage donc, de CO2 qu'on produit, si vous voulez, gaz à effet de serre, donc rien que dans notre alimentation. Alors, je me suis dit, ben, mon message ici, ce n'est pas du tout, mais alors vraiment pas de dire, c'est pas l'avion, c'est pas grave, ça doit être le dernier de nos soucis. Et d'ailleurs, vous allez voir avec l'intervention de notre collègue ici à quel point c'est le souci ici, donc en tout cas au moins chez Bombardier, et je pense que c'est partagé ailleurs aussi d'une certaine manière. La question c'est de dire, si on avait à choisir des combats, le fait de prendre l'aviation comme, je dirais, l'ennemi numéro un, boycotter dans la même, dire honte à celui qui prend l'avion, l'aviation ne représente que 2% du gaz à effet de serre. C'est peut-être 2% de trop, mais enfin. Alors, on a un principe, c'est qu'on dit, bah, si on a optimisé quelque chose, on va aller optimiser là où la marge d'optimisation est encore plus élevée. C'est-à-dire que, je ne veux pas dire honte à ceux qui mangent de la viande, pas du tout, mais il y a des secteurs de nos vies et nos activités où la possibilité d'aller faire des efforts et de faire des optimisations plus importantes est plus nombreux que de venir sur ces 2%-là. Alors, notre invité m'a appris quelque chose de très intéressant. On ne peut pas rester sur ça en disant bah, plus que c'est 2%, c'est pas grave. Parce que le jour où on fait la transformation énergétique, on va vers électrique ou autre chose, peut-être que 2% de l'aviation représentait un pourcentage élevé de gaz à effet de serre. Donc ça il faut rester vigilant par rapport à ça. Mais encore une fois, dans beaucoup d'endroits, on parle de l'électricité, des voitures électriques. Vous savez que si vous produisez de l'électricité avec du charbon, comme c'est le cas aux États-Unis, le fait d'avoir une voiture électrique, ce n'est pas nécessairement si intéressant, si propre. Donc, il va falloir donc réfléchir sur ces questions-là. Et ce que je veux dire à travers tout ça, c'est que l'aviation est là, elle va rester, et on sait que la perspective est assez bonne, et puis on va dire que dans les 15 prochaines années, on va doubler le nombre de passagers, et l'année dernière, il y a eu 4,3 milliards de personnes qui ont pris l'avion. Alors, par contre, on va vous le montrer aussi comment la consommation par 100 km par passager diminue pour des questions économiques, par modèle d'affaires de ces compagnies aériennes-là. Mais ce qui m'importe le plus, c'est que nous avons, et Kaina est l'exemple vivant et parfait de ça, nous avons une expertise très très développée ici en matière de développement des systèmes et des technologies vertes en aviation. Et comme je dis, nous avons le leadership dans ce domaine-là. Et au lieu d'attaquer l'aviation, au lieu de dire que ces 2%-là, c'est 2% qu'il va falloir bannir, alors que vous avez vu que l'Internet et tout ça font beaucoup plus, mon message c'est, non, au contraire, essayons de mettre en avant cette expertise extraordinaire que nous avons en matière de technologie verte en aviation. Faisons ça encore plus notre marque distinctive, notre avantage concurrentiel, et donc vendre ces technologies-là à d'autres pays, à d'autres entités à travers le monde. Et parfois, ne sachant pas le tenant et aboutissant de nos positions, je dirais politiques ou militantes, parfois on peut atteindre, je dirais, causer un tort à toute cette expertise et savoir-faire qu'on a. Alors moi j'arrête là, tout à l'heure on aura l'occasion de parler de ces questions-là. Je vais laisser la place à Sylvain, donc, qui a aussi quelques positions assez intéressantes sur le sujet. Et puis après, comme je vous ai dit tout à l'heure, après ça sera Mme Gianni, et puis donc on passera à un panel de discussion. Merci beaucoup.
Merci, Mehran. Très bien de mettre la table. J'ai connu Mehran quand j'étais chez Bombardier. Je m'occupais de la stratégie chez Bombardier et quelquefois, Bombardier a été dans les nouvelles dans les dernières années. Et j'écoutais ce qu'il disait dans les médias et je remarquais toujours Mehran qui parlait avec substance et défendait beaucoup les préceptes et l'innovation dans l'industrie aéronautique. Et c'est comme ça qu'on a développé une relation. Comment est-ce qu'on a développé un partenariat intellectuel où on dit, bon, quels sont les faits qu'on peut qu'on va offrir au public vis-à-vis toutes les controverses qu'il y a eu. Dans mon cas, quand j'étais chez Bombardier m'intéressait particulièrement, mais comment est-ce qu'on peut soulever les bons faits? Donc, c'est un plaisir de travailler avec Bombardier, avec Mehran, quand j'étais chez Bombardier, et avec beaucoup d'autres dans la communauté pour les éduquer sur les enjeux. Mais avec Observatoire, je pense qu'on peut ajouter une voix aussi à d'autres voix dans la communauté pour parler d'aéronautique, qui est une de nos industries importantes à Montréal. Donc, Mehran a mis la table assez largement sur la problématique de l'aéronautique. Je vous le dis tout de suite, moi je vais vous le dire, devrions-nous abolir l'aviation? Bien sûr que non. Mais vous n'aurez pas besoin de lire en 2 lignes, c'est certain. Donc moi je vais reconcentrer plus sur l'industrie aéronautique et je vais laisser toute la spécificité du C-Series, de ce que Bombardier a fait à Kahina. Mais comme j'étais le stratégiste, je vais vous donner une vue d'ensemble de la place aéronautique dans la consommation d'énergie et l'évolution de l'aéronautique dans ce sens-là. J'ai trouvé ça sur le web ce matin, mais si vous avez vécu dans l'aéronautique depuis 20 ans ou 30 ans comme moi, c'est une industrie qui, dès son tout début, s'est battue très fort pour réduire sa consommation énergétique. Évidemment, l'axe vertical ici, c'est des mégajoules par passager kilomètre. Donc, c'est l'équivalent de litres au 100 km par passager que vous voyez dans votre voiture. Donc, plus vous êtes bas, moins la consommation est grande. Et vous avez tous les modèles d'avions, un certain nombre de modèles d'avions jusqu'en 2015 qui montraient l'évolution de la consommation d'un avion par passager, consommation d'énergie d'un avion par passager. Donc, depuis les années 60, c'est un facteur de 5 que vous voyez. En fait, là, on est à peu près... le graphe, si on ajouterait le C-Series là-dessus, on serait autour de 1 en termes de mégajoules par passager kilomètre. Donc, vous voyez un facteur d'amélioration d'un facteur de 5 depuis les années 60, et depuis les années 70, un facteur de presque 3. Donc, c'est une industrie qui s'est beaucoup, beaucoup améliorée. Et initialement, dans les années 60, si vous vous en souvenez, on parlait moins de l'environnement qu'on en parle aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui a amené l'industrie à travailler très fort là-dessus? Je vais vous donner un exemple peut-être de notre vie ici sur Terre. Si vous êtes un cycliste et que vous essayez de monter la côte Camillien-Aude, vous savez très bien que ça prend beaucoup d'énergie pour amener un poids, si petit soit-il, en haut d'une côte. Dans l'aviation, on amène des tonnes de métal et d'essence, de kérosène et de passagers à 30 000 pieds. Donc, la consommation d'énergie et cette énergie potentielle, en termes scientifiques, qu'on doit faire, on doit la dépenser. Et donc, il y a 2 facteurs. D'abord, cette énergie, elle est énorme. Et deuxièmement, l'avion doit aussi traîner son carburant. Donc, et le carburant est une masse énorme au décollage, en même plus grande que les passagers. Donc, il y a un double effet de chercher l'économie, c'est-à-dire qu'on réduit le poids de l'avion. En réduisant la consommation, on réduit le poids de l'avion ou on allonge sa portée, son range. Donc l'aviation, les lois de la physique forcent à améliorer l'efficacité des avions. Donc, et c'est une course qui a dès les débuts et qui continue. Et qui va continuer
d'arriver, parce que c'est fondamental. Aussi, ça a permis dans le développement du transport, aussi la croissance de l'aviation. Évidemment, la croissance, dans la problématique énergétique et de la planète, c'est un enjeu. Mais moi, je me souviens, le premier billet d'avion que j'ai acheté en 1985 pour aller à Paris, c'était 700 $. Je crois qu'on peut acheter encore un billet d'avion à 700 $ pour aller à Paris aujourd'hui. Et donc, il y a eu un très grand bénéfice aussi là-dessus au niveau de l'accessibilité de l'aviation, tout en étant très, très, très efficace. Donc, et c'est pour ça que les avions aujourd'hui aussi, le prix des avions aussi a continué de baisser. C'est-à-dire qu'en termes réels, un avion ne coûte pas beaucoup plus cher aujourd'hui qu'il y a 30 à 35 ans. Justement par toute l'efficacité que, comme manufacturiers, les avionneurs ont mis dans la conception des avions. Donc ça, c'est pour l'aviation. L'aviation, à cause de cet incitatif à s'améliorer, a fait beaucoup plus que les autres modes de transport depuis le milieu des années 70. Moi, je dirais qu'en termes de politique publique, donc ça, je dirais que pour l'aviation, c'est un argument des lois de la physique et aussi économique. Quand les bons incitatifs sont en place, on peut adresser des problèmes de consommation énormes. Donc là, il y avait des incitatifs naturels pour l'aviation et ils ont amené 162 %, je crois que c'est plus comme 200 % aujourd'hui quand on compte le C-Series, ben c'est 3 fois. Le facteur de 3 que je vous ai donné tout à l'heure, c'est 3 fois la réduction. Alors que l'automobile, je dirais qu'ils ont réduit la réduction d'environ 50%, la consommation d'environ un peu plus que 50%. Donc l'aviation a un record, en anglais on dit une feuille de route enviable pour la consommation d'énergie. Et ça, j'ai trouvé ça sur le web ce matin, National Geographic. Ce n'est pas mes données, donc c'est facile maintenant sur le web de trouver des données, mais ça concorde avec ce que... Vous pouvez aller voir plusieurs sources, les chiffres varient tout le temps, mais l'histoire ne varie pas. C'est que tous les moyens de transport s'améliorent, mais l'aviation fait toujours mieux. En fait, l'aviation, dans les années 60, si vous traciez une courbe de consommation, était la plus haute dans tous les moyens de transport par passager. Et aujourd'hui, elle est devenue la plus basse. Donc, par passager, par kilomètre parcouru. Donc, mais néanmoins, dans la tarte de consommation énergétique, j'ai simplement indiqué ici les transports aux États-Unis. Et les États-Unis sont toujours un bon exemple, parce que d'abord, ils ont des bonnes données. Et deuxièmement, c'est peut-être la société qui est la plus semblable au Canada en termes d'énergie. Et donc, le transport représente 30% de la consommation d'énergie aux États-Unis. Donc, je vous amène tout de suite sur le domestique, aérien domestique à 5,8%. Vous avez entendu dire, Myran, que c'était 2%. Donc, 3 fois 6, ça fait 30% de... Si le transport, c'est 30%, 5,8%, ça correspond aux 2% dont Myran discutait. Donc, évidemment, l'aviation, le 2%, comme on pourrait dire, c'est un 2% de trop. Évidemment, il y a beaucoup de questions de société sur le volume d'énergie dépensée pour faire vivre notre économie. Et je crois que on est tous appelés à se poser cette question-là, comment on réduit notre consommation. Mais néanmoins, là, 2 choses. Le secteur aéronautique a toujours travaillé et continue de travailler sur ces problématiques-là. Et évidemment, tous les autres secteurs de l'économie doivent travailler encore plus fort pour faire vraiment une différence sur notre consommation et génération de gaz à effet de serre. Donc, c'est ce que je vais vous dire pour tout de suite, et ensuite je vais laisser la parole à Kaina et on ira de l'avant avec les questions plus tard.
Enfin, vous m'entendez bien? Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci Dr Ibrahimi pour l'invitation, Sylvain, d'avoir pensé à moi. Et voilà, aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous parler un petit peu comment Bombardier se positionne dans l'environnement et qu'est-ce qu'on fait. Mais aussi, je l'apporte aussi d'une perspective industrie. Comme quoi l'industrie fait des efforts aujourd'hui pour réduire l'empreinte écologique de ces avions, de ces opérations aussi. C'est sûr, boycotter l'avion, moi personnellement, quand je pense aux hivers, et puis ne pas aller aux Bahamas une fois par année, là, je crois que je ne vais pas boycotter l'avion. D'accord? Alors rapidement, ici, ce que je vais vous montrer, c'est les pressions sur l'environnement ont de plus en plus d'incidence sur l'industrie aérospatiale. Donc on le sait, il y a des changements climatiques, le CO2, tout le monde en parle. Et à chaque fois que l'on brûle du carburant, on émet du CO2. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le bruit pour la communauté locale. Il y a toutes les particules qui génèrent le smog. Il y a aussi des restrictions sur les substances chimiques qui sont de plus en plus nocives, on le sait. On a le devoir d'enlever, d'accord? Et aussi la problématique de fin de vie, d'accord? La fin de vie, on sait maintenant que les avions vont de plus en plus être retirés du service. Et vous avez probablement vu des photos, il y en a beaucoup d'avions qui sont stationnés en Arizona en attendant. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose avec, d'accord? C'est ça. Et là, j'ai rajouté le besoin des clients. Le besoin des clients, moi, ça fait 11 ans que je travaille chez Bombardier. Tout à fait au début, là, il n'y en avait pas vraiment beaucoup de clients qui demandaient c'est quoi la performance de vos avions, ils génèrent combien de CO2 par passager par exemple, par 100 km. Maintenant aujourd'hui je vois de plus en plus de clients qui le demandent et ils le demandent aussi dans les requests for proposal, donc quand ils sont intéressés à acheter un produit ils le demandent. Et à ma grande, pas surprise, mais moi je suis très contente parce que plus il y en a et plus on peut faire d'autres choses. Alors c'est ça, donc la tendance est là. Il y a aussi les raretés des matériaux, ça c'est quelque chose sur laquelle, enfin, pas juste l'aéronautique, mais toute l'industrie, on va commencer à faire face. On parle de titane, cuivre qu'on utilise beaucoup en aéronautique qui sont appelés à disparaître et à ce moment-là il faut vraiment trouver des stratégies. Et des fois, je pense aux avions stationnés en Arizona, je me dis peut-être les récupérer, paquet de design, et puis on va les réutiliser. Ça pourrait peut-être être une stratégie. Mais le message clé, c'est vraiment les préoccupations environnementales pourraient devenir un principal obstacle à la croissance de l'aérospatiale. Si vraiment on ne tient pas compte de tous ces incidences environnementales, moi, je crois fermement que ça pourrait ralentir la croissance aéronautique. Mais heureusement que l'industrie s'est mobilisée. D'accord? C'est pas juste Bombardier, mais l'industrie au complet. On s'est mis ensemble, je ne sais pas si vous connaissez l'OACI, l'Organisation civile internationale de l'aviation, qui est ici à Montréal. Et ils ont toutes une branche environnementale. Et c'est là qu'on regarde les standards, ils créent des standards et puis ils commencent à réglementer, je ne dirais pas, mais mettre, oui, c'est une sorte de réglementation, mettre des requis pour diminuer, par exemple, de ne pas dépasser tant de CO2, pour le bruit, pour les NOx, etc. Et cet objectif-là, ils l'ont mis spécialement pour le changement climatique. Dans l'objectif 1, c'est de réduire les émissions de CO2 de 50% en 2050 par rapport à la baseline de 2005. L'objectif 2, c'est améliorer la consommation de carburant de 1,5% de 2010 jusqu'à 2020. Et le troisième, c'est atteindre une croissance de carbone neutre à partir de 2020. Et vous voyez ici comment on va y arriver. 4 piliers. Amélioration de technologie, donc ça nous touche directement nous comme manufacturiers. On met de plus en plus des avions moins énergivores, disons, sur le marché.
Et il n'y a pas juste ça, il y a des infrastructures à améliorer aussi. Donc on parle des aéroports, on parle de la gestion LTC, donc le trafic aérien. Il y a beaucoup de gains à faire en termes de CO2 aussi. Et on parle aussi d'introduire des carburants alternatifs, donc les biocarburants. Aujourd'hui, il y a des avions, je ne sais pas si vous le savez, qui volent sur des biocarburants en mélange, avec du blend, avec du kérosène. Et aussi, on a une autre qu'on appelle les mesures basées sur le marché, c'est acheter des carbones et compenser les émissions. Les avions aujourd'hui sont d'environ 80% plus efficaces. On a essayé de faire vraiment le calcul à l'interne et je n'ai pas été chercher ça sur Google. Fait qu'on a vraiment, c'est des données qu'on a fait et puis que Miguel ici a mis ensemble. Et alors, si vous voyez ici, ce que ça veut dire, ce que vous voyez, il y a le DC-9 qui a été c'est un vieux design des années 60. Et ensuite, on a un Boeing 737 dans les années 97. Ensuite, j'ai mis une voiture, une berline, justement pour vous donner une idée. Une berline avec 4 passagers. Les données ont été cherchées de Ressources Canada. Et on voit la dernière génération des avions qui sont les 6 Series, d'accord? Et on a fait un comparatif. Et vous voyez bien, enfin, tous les avions sur la gauche se comparent à la voiture qui est au milieu. On a mis les avions tous pareils à 125 passagers pour parcourir 900 km. Et on a comparé à cette voiture qui est remplie de 4 passagers. Et vous voyez la différence. Alors, le DC-9, il a 55% plus polluant que cette voiture-là, mais le Airbus maintenant, A220-100, il est 20% moins polluant que cette voiture-là, encore là, par passager par 100 km. D'accord? Ce que j'ai mis à droite, ça c'est dans l'idéal. Lorsque on rallonge la mission qui est de 7000 km et qu'on remplit l'avion à pleine capacité de 160 passagers, au meilleur des deux mondes, on va dire, on arrive à 40% d'amélioration, qui est vraiment extraordinaire. J'aimerais vous parler d'autre chose. Donc, l'efficacité de l'avion sur le A220 a été prouvée. Maintenant, il est en vol. On a même dépassé, on a toujours dit que c'était 20%, maintenant on a dépassé, on arrive à des 26-27% en économie de carburant. Mais ce qui a été une nouveauté, une innovation pour le A220, le 6 Series à l'époque, c'est que c'est le premier avion au monde qui a eu une déclaration environnementale de produit. Alors c'est quoi? Donc, une déclaration environnementale, c'est qu'on prend l'avion, on étudie son impact environnemental du point de vue cycle de vie, depuis l'extraction des matériaux jusqu'à la production, l'opération et enfin la fin de vie. Et ça durant une vie de 20 ans, on la fixe à 20 ans. Après, on génère les résultats qui sont, eux, publics. Aujourd'hui, vous pouvez les trouver sur les sites Internet de Bombardier et qui donnent l'information. Je vais vous expliquer un petit peu à peu près qu'est-ce que ça ressemble à quoi. Mais ce que je vous montre ici, avant même de faire des déclarations environnementales, parce qu'on suit une norme ISO très solide qui exige de faire un standard, d'accord? Le standard doit décrire exactement comment ça a été calculé, tous vos impacts. Qu'est-ce que vous avez inclus dans l'étude? Qu'est-ce que vous avez exclu? C'est extrêmement détaillé. Et Bombardier a été les premiers au monde à faire ça. Et ce que vous voyez à ma gauche ici, ça c'est le standard qu'on appelle règle de catégorie de produits qui a été fait pour le 6 Series. Et ce que vous voyez à droite, c'est tout nouveau, c'est pour le segment des avions d'affaires. D'accord? Et là, Bombardier, c'est un objectif corporatif. Bombardier dit à chaque nouvel avion que je vais développer, on va faire une étude environnementale poussée, une étude de cycle de vie, et on va sortir une déclaration environnementale de produit. On l'a fait, comme j'ai mentionné, sur les deux avions, 6 Series à l'époque,
Et celui pour le Global 7500 est en cours. Vous allez probablement entendre parler d'ici un mois ou deux, quand ça va être annoncé. Juste pour vous donner une information, qu'est-ce qu'on trouve dans ces déclarations environnementales? La première, c'est composition des matériaux de l'avion. Moi, j'ai cherché avant si on pouvait trouver publiquement un avion, il était constitué de quoi à peu près. Je n'ai jamais trouvé. Je pense que même scientifiquement, cette information peut aider des chercheurs, des étudiants, comme quoi, voici, l'avion est constitué de ces pourcentages de polymères, de métaux, d'élastomères, etc. Et niveau sonore de source, ce qu'on a fait, ça c'est vraiment ce qu'on perçoit, c'est les dB, ce que perçoit. On a essayé de les mettre à l'échelle d'un camion qui passe, ou bien, je ne sais pas comment on appelle ça, le marteau-piqueur, merci, que vous voyez, c'est très très bruyant. Et puis cet avion-là, vous voyez que, et en plus le C-Series, il est connu comme quoi il a une empreinte sonore très basse par rapport à ses compétiteurs. Et aussi, on montre la consommation de ressources matérielles renouvelables. Il y en a d'autres non renouvelables. Je n'ai pas tout mis ici, mais c'est beaucoup plus exhaustif que ça. À la fin, on montre le taux de recyclabilité de l'avion. Et ça, vous voyez, pour le C-Series, on est à 74% recyclable. Et bon, je ne le vois pas le petit, mais en tout cas, en général, à peu près 80% récupérables en tout. Et nous, on ne peut pas s'arrêter là, parce que Bombardier aussi a mis un autre objectif corporatif qui dit qu'on aimerait atteindre le 100% de récupération. Et on travaille là-dessus. On a déjà fait un projet ici de recherche au Québec avec les universités, l'UQAM, l'UQAM c'était à travers l'ETS. Il y avait aussi, pardon? L'UDM. L'UDM, oui, il y avait l'UDM, il y avait McGill, il y avait beaucoup d'universités, l'université de Laval, voilà. Bon. Et on a fait ce projet-là pour essayer de comprendre comment on peut optimiser la revalorisation des matériaux. Et un sous-projet de ce projet, c'était tant qu'à faire, puisqu'on a un avion, pourquoi ne pas juste prendre des éléments et leur donner une deuxième vie? Et de là, on a travaillé avec des étudiants en design industriel de l'Université de Montréal, ils étaient formidables. Au bout de même pas 6 semaines, je pense, ils ont créé beaucoup de choses. Il y en a un qui a fait un vélo, et le vélo, toute la structure, ça vient des sièges, sièges de CRJ. On voit une jaquette de dame avec le cuir de CRJ, des lampes, des mitaines, on avait d'autres choses et d'autres choses. Fait que le message ici est fort. Pourquoi gaspiller? Pourquoi gaspiller des matériaux qu'on peut récupérer et réutiliser aussi? Donc ça fait partie ce qu'on appelle en anglais du upcycling. Voilà, ça finit ma présentation ici, et puis merci beaucoup.